chers auditeurs de la Rage dedans, aujourd'hui je reçois 2 artistes, et pas n'importe lesquels. Yann, bonjour. Bonjour Mariama. Alors, les auditeurs de Pas de Quartier et les auditeurs de Radio Libertaire te connaissent bien. Ils t'ont écouté avec plaisir chanter le répertoire de Catherine Ribeiro. Entre autres, oui. Voilà. Par contre, on ne connaît pas ou peu Vincent. Vincent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour Mariama, bonjour Yann. Donc je m'appelle Vincent Anne. J'écris des chansons, moi aussi, comme Yann en fait. Je m'accompagne au piano, comme Yann. Alors je fais pas tout comme Yann, mais ces choses-là, oui en tout cas. On s'est rencontrés comme ça, on en discutait avant l'émission il y a une dizaine d'années, on va dire il y a 10 ans. C'était au Magique, hein, le cabaret Le Magique. Au cabaret Le Magique. Qui n'existe plus maintenant, à dans Paris 14, 14e. avec Marc Havet et Martine Havet qui tenaient ce lieu avec un sous-sol étonnant, avec un piano à queue dans un sous-sol. Je ne me souviens plus comment ils avaient fait rentrer ce piano à queue. Et effectivement, quand j'ai débuté sur la scène, j'ai débuté la scène à Angers et à Paris ensuite. Quand j'ai débuté à Paris, ça a été au Magique. Et bon, après j'ai fait d'autres salles, mais de temps en temps je retournais au Magique. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Vincent, probablement en 2014. Alors je pense. Bien. Alors Yann, tu vas garder la parole parce que tu vas faire une promotion et une information. Le groupe Louise Michel qui anime l'émission La Rage dedans, avec l'aide de Jean-Michel à la technique, te présente, ainsi que Bertrand Ferrier, le 18 mars à Publico. Oui, c'est comme je disais, voilà, ça fait partie de mes engagements pour Publico. Il y a pour Publico, pour le groupe Louise Michel, pour ce genre de situation, oui, je réponds présent, évidemment, pour chanter les chansons de Catherine. Hein. Enfin, je dis Catherine parce que j'ai connu un peu personnellement, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de familiarité de ma part, mais de rendre hommage à Catherine Ribeiro, qui étonnamment, depuis qu'elle est partie, ne suscite pas une vocation de reprise. C'est intéressant. Quand Alain Leprest est décédé, quand Anne Sylvestre est décédée, ils se mettaient tous à reprendre ces artistes. Mais Catherine, c'est peut-être compliqué de reprendre Catherine, effectivement, pour beaucoup, je suppose. Moi, je le fais de façon naturelle parce que j'aime ça. Comme Bertrand Ferrier qui reprend Mama Béa, qui n'est pas morte, pas encore, mais qui ne chante plus. Qui vit à Avignon maintenant, et c'est pareil, les chansons de Mama Béa, il faut s'accrocher, c'est pas des refrains couplets standards, et Bertrand a la niaque pour le faire, et le plaisir de le faire. Et c'est pareil, j'ai ce plaisir de chanter ces chansons parce que je les fais miennes. D'une certaine façon, elles m'appartiennent aussi, et c'est quelque chose vraiment d'enthousiasmant de le faire le 18 mars à Publico. Alors donc, le 18 mars, à 19h, Bertrand Ferrier d'abord chante Mama Béa, oui. Et ensuite toi tu chanteras Catherine Ribeiro. Je ne sais pas encore comment on va articuler le spectacle. On va peut-être en faire quelque chose de très très vivant, d'aller de l'un à l'autre. On ne sait pas encore. On est en train de réfléchir à ça. Merci. C'est le mois féministe. Exactement. Et de la commune. C'est le jour de la. Le jour de la commune. C'est le jour de la commune. On fêtera par la même occasion mes 10 ans d'antenne. Donc, il y aura du champagne. Écoutez, chers auditeurs et auditrices, venez pour le champagne. Si Ribeiro et Mama Béa, ça ne vous ennuie, venez au moins pour le champagne. Et venez nous voir parce que je suis beau et Bertrand Ferrier est beau et c'est agréable de nous voir chanter. Voilà. Si avec ça, il n'y a pas de monde. Ah, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu. Hein, là, hein. Ouf. Alors, Yann, tu m'as contacté pour me présenter Vincent. Et tu m'as expliqué que sur scène, il parlait de lui. Et c'est pour ça que cette émission va s'appeler Pusanne Paris, Histoire d'adoption. Oui. Parce que Vincent est un enfant adopté. Et oui, et c'est vrai que... alors il parle de lui, mais en fait, à travers lui, il parle aussi de nous. Hein, c'est ça qui est intéressant. C'est pas...
Il n'est pas là pour raconter ses petites histoires et puis que nous on écoute passif. Non, on peut se reconnaître là-dedans, je pense, parce que au-delà de la question de l'adoption, puisqu'il raconte effectivement son parcours d'enfant adopté de Corée du Sud jusqu'à la France au début des années 80, c'est aussi un spectacle sur la filiation, sur nos rapports à nos parents, éventuellement à nos enfants, et parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un, de toute façon. Oui. On est l'enfant de quelqu'un. On n'est peut-être pas le parent de quelqu'un, mais on est l'enfant de quelqu'un. Oui. Et donc c'est un spectacle que j'ai eu l'occasion d'écouter en privé. Et Vincent m'avait sollicité, puisqu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, m'avait sollicité pour que je soutienne un petit peu ce spectacle. Je le fais dans la mesure de ce que je peux faire, mais je le fais avec plaisir, parce que ça correspond aussi à ma sensibilité. Les gens savent que je travaille sur l'identité, sur l'altérité, sur ce genre de choses. Donc forcément, ça me parle. Vincent, on va te laisser la parole peut-être. Alors, tu viens de Corée du Sud. Tout à fait, oui. On va faire un petit rappel historique sur la Corée du Sud. Mhm. C'est un pays d'un peu plus de 51 millions d'habitants, qui a connu une guerre entre son nord et son sud, et une loi américaine qui est à l'origine de ton destin. C'est la loi Holt. Bertha et Harry Holt, en 1955, constatent qu'il y a à peu près 100 000 enfants abandonnés du fait de la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et décident que le Congrès doit changer sa loi pour permettre une adoption accélérée aux États-Unis. Donc en 1956, il y a la loi Holt, et beaucoup d'adoptions se font, mais en fait le paroxysme de cette loi et de ce processus d'adoption, c'est plutôt 1986, avant la préparation pour les Jeux Olympiques, où on espérait vider les rues de beaucoup de populations précaires. Donc, il y avait 9000 enfants par an qui partaient à l'adoption. Donc, ça faisait un enfant par heure dans le pays qui partait à l'adoption. C'est énorme. Et ces enfants abandonnés, on a constaté ça plus tard, n'étaient pas forcément adoptables, en ce sens qu'ils n'étaient pas sans parents. Ce n'étaient pas des orphelins. Pour certains, oui, tout à fait. Oui. Il y a beaucoup d'histoires qui ressortent. Alors, c'est aussi parce qu'on est beaucoup d'enfants. Hein. On est 200 000 enfants adoptés aujourd'hui, répartis dans le monde. Hein. Mm-hmm. Ce qui est quand même beaucoup par rapport à ce qu'était le pays il y a 40 ans notamment. Puisqu'aujourd'hui, c'est beaucoup développé, même s'il y a des problèmes démographiques qui apparaissent aujourd'hui. Mais c'est énorme, bien sûr. Donc, on pourrait dire que face au grand nombre, on va trouver des cas particuliers, forcément. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même énormément. Donc, faut pas oublier qu'un enfant orphelin, c'est pas un enfant qui est abandonné par ses parents. Ça, c'est autre chose. Ça. On peut comparer à la France, hein, pour bien expliquer aux gens. En France, si vos parents vous laissent dans un centre commercial, la police va enquêter, va vous retrouver. Si elle vous retrouve, vous condamnera. Enfin, c'est En Corée, on peut dire qu'à une certaine période, on était reconnu orphelin assez rapidement. Beaucoup trop rapidement. Beaucoup trop rapidement, oui, on va dire. Oui. Il semblerait qu'il y ait des choses qui ne soient pas, qui n'aient pas été faites en bonne et due forme, on va dire, évidemment. Alors, dans mes recherches, je suis tombée sur le cas d'un homme de 41 ans, dont l'adoption qui a fait constater que son adoption était illégale aux États-Unis, et du coup ça s'est retourné contre lui parce qu'on l'a déclaré non américain. Tout à fait. Et on l'a renvoyé en Corée, un pays qu'il ne connaissait pas. Tout à fait, oui. Donc il a attaqué à la fois la Corée et les États-Unis pour ça. Et oui, c'était je sais pas si on peut appeler ça du ridicule administratif, enfin, juste en suivant le chemin administratif prévu, c'est quelqu'un qui se retrouve sans nationalité, en fait. C'est absurde. C'est absurde. Voilà. C'est complètement absurde. On en vient à des situations comme ça, puisque ses parents ne l'avaient pas reconnu comme abandonné en Corée, donc il était juste pas adoptable, tout simplement. Voilà. Il faut savoir que les critères en France sont très stricts. Un enfant qui est placé, il suffit que les parents se manifestent une fois par an, il n'est pas adoptable. Bien sûr. On n'adopte pas les enfants comme ça. Les enfants qui sont adoptables, il y en a peut-être autour de entre 500 et 1000, pas plus par an, par rapport à la masse d'enfants placés. Donc, si on applique ce critère-là à la France,
pourquoi on n'a pas la même rigueur pour les enfants qui viennent de l'étranger? Mais il y a aussi il y a toujours, je pense, un phénomène en France de vouloir satisfaire des gens. Mon spectacle, finalement, il évoque ça de manière un peu plus lointaine, mais il insiste aussi sur le fait que, bon, déjà 200 000 enfants, effectivement, c'est énorme, il y a quelque chose qui va pas, on pourrait se dire, parce qu'on adore parler les Coréens aiment bien reprendre la date de 1956 jusqu'à aujourd'hui pour dire 200 000 enfants adoptés dans le monde. Mais la période la plus marquante, c'est quand même entre 1970 et 1985. Oui. Ouais, il y en a eu énormément. Donc, bon, c'est vrai que ce qui est le plus choquant aujourd'hui, c'est surtout qu'ils soient dispatchés dans le monde entier. Vous avez des enfants qui se retrouvent en Norvège, au Danemark, en France, au bout du monde, au-delà du fait qu'ils soient adoptés. Et ça, c'est pour satisfaire une demande. Ça, c'est parce qu'il y a des parents français qui pensent faire une bonne action. C'est pour ça que le spectacle, il se place aussi du point de vue de l'enfant. Les parents, ils veulent, et je les entends encore aujourd'hui, et je les comprends. Hein. Ils se disent, j'ai une très bonne raison, c'est parce que ma fille adore la Corée, ou ma mère est partie en Corée, je sais qu'il y a des Coréens à l'adoption, j'aimerais bien adopter un Coréen, ou un Colombien, ou un petit enfant de Djibouti, mais pour faire du bien, bien sûr, à la base. Mais ce qui n'est pas pris en compte du tout, c'est que vous avez des enfants qui se retrouvent au bout du monde. C'est quand même, quand on y pense maintenant comme ça, c'est vrai que ça paraît dingue. Et pourtant, les histoires d'adoption sont toujours présentées comme des belles histoires positives, du point de vue des parents, bien sûr, en France. Parce qu'on est un pays qui adopte. On n'est pas un pays où nos enfants sont adoptés. Oui, ouais. Tout à fait. Vincent, comment t'es venue l'idée d'en faire un spectacle? Déjà, il y a un côté chronologique, on va dire. J'ai repris la musique il y a 1 an et demi. J'ai fait une pause pour raison personnelle, on va dire, pendant 4 ans entières. Et quand je cherchais un projet qui serait pas forcément mes chansons de d'habitude, on va dire, que j'avais déjà chanté à l'époque, je cherchais vraiment un projet. Donc l'idée de faire un spectacle, ça m'est venu parce que parallèlement, moi, dans ma vie, je m'étais mis à faire des recherches sur ma famille aussi à la même période. Mais je voulais pas faire un spectacle sur mon histoire à moi particulièrement au début. J'avais pensé au sujet de l'adoption, mais de manière plus générale. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui était le plus simple aussi, hein, tout simplement, et c'était de faire sur moi-même, quoi. Que finalement, je tournais peut-être autour du pot depuis longtemps, mais que c'est ça que je voulais faire. Donc, je me suis laissé aller après. Voilà, quoi. Ça a été dur d'admettre, mais une fois que tu l'as admis, ça a été beaucoup plus facile pour monter le spectacle. Tout à fait, oui. Je me suis rendu compte que finalement, essayer de faire un spectacle sur l'adoption en général, c'était me mettre des bâtons dans les roues. Parce juste en racontant mon histoire à moi, j'avais beaucoup de choses à dire. Sans avoir besoin ni d'inspiration ni de témoignages. J'avais déjà en moi tout ce que j'avais à raconter, donc ouais. C'était plus évident. Ouais. Alors, le teaser du spectacle, en quelques mots, pour donner envie, le 9 mars à 17h à l'Auguste Théâtre, à nos auditeurs d'aller t'écouter. Donc c'est l'histoire musicale, j'insiste là-dessus. Donc sur scène, c'est une histoire musicale qui débute juste à la gare de Busan, dans le sud de la Corée. Voilà. Un enfant qui est trouvé. Et cet enfant, il va ensuite avoir un parcours jusqu'à Paris pour être adopté par une famille française. Donc l'histoire, elle raconte cette partie de l'adoption. Voilà. Du côté des parents et du côté de l'enfant. En chanson. En chanson. Et en spectacle aussi, il y a du théâtre d'ombre dans le spectacle. La comédienne Clémentine Stepanov qui donc prête son talent pour faire du théâtre d'ombre. Et la narration est assurée par Sabine Drabovic, comédienne, artiste, chanteuse, auteure-compositrice aussi, qui prête donc sa voix pour la narration. Elle a une voix, voilà. Quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit que si je faisais un spectacle un jour avec une voix, ce serait la sienne, quoi. Ah, d'accord. Donc c'est elle qui donne sa voix et tes pour musiques. La narration. Ouais. Alors il y a combien de musiques dans ce spectacle? Il y a 11 chansons dans le spectacle, qui dure 1h10 à peu près. Donc des chansons que j'ai écrites où je m'accompagne au piano, où je suis seul en scène, sinon concrètement accompagné donc par des ombres et par une voix, mais humainement on va dire je suis seul sur scène. C'est pas trop dur? J'ai l'habitude d'être seul en scène, donc voilà. Non, je m'en accommode. C'est le contraire de Yann. Yann, il a toujours quelqu'un avec lui. Non.
Il y a des musiciens avec toi. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Ah, d'accord. Autant pour moi. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, c'est vrai que beaucoup, il y a eu un renouveau du public à partir du moment où j'ai eu des musiciens. Des choristes aussi. Et des choristes, il y avait Oumandi, il y avait Deki, après il y a Bertrand Ferrier qui m'accompagne souvent au piano, au Sultana, avec au chœur, Claudio Zaretti à la guitare, Sébastien Desfioles à la guitare. C'est vrai qu'il y a quelque chose de vivant avec même quand il m'accompagne, des fois on mélange nos chansons aussi. Oui. Je confirme. Mais on renvoie aux émissions qu'on a faites ensemble. Mais c'est vrai que pendant au moins quand moi j'ai commencé en 2003, je dirais facilement de 2003 à 2012, j'étais quasiment toujours tout seul au piano. Ah d'accord. Oui. C'est une autre période, oui. Mais peut-être que j'y retournerai, oui, à cette période d'arriver dans un théâtre et de me mettre seul au piano pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je sais qu'il y a des gens à qui ça manque. Après, c'est le bonheur d'être debout et de chanter, et de pouvoir avoir sa gestuelle, d'aller d'un bout à l'autre de la scène. Ça, on peut pas le faire quand on est au piano. C'est clair. Alors donc Vincent, toi tu restes au piano et le théâtre d'ombre est tout autour de toi. Derrière moi, on va dire, voilà, ou à côté de moi, oui, tout à fait. Et il y a la comédienne qui récite... Entre les chansons, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, pour revenir à l'adoption en général, il y a eu beaucoup de scandales autour d'agences qui n'avaient pas l'agrément ou qui faisaient des choses qu'ils ne devaient pas faire. C'est vrai. On a appris récemment qu'une agence ferme en catimini parce que justement dans les années 70 et 80, elle a importé des enfants sans faire trop attention. Est-ce que tu n'as pas un coup au cœur quand tu entends toujours ces histoires dans la presse, c'est des choses qu'on connaît, malheureusement. Mais je pense que ce qui manque beaucoup, c'est en France, c'est que ces reportages, ces documentaires qu'on voit, ou que ce soit dans les journaux TV, dans les grandes émissions, ce soit toujours du point de vue des gens d'ici, des adultes d'ici. Jamais on interroge les enfants. Parce que c'est toujours pareil, quand il y a un scandale d'adoption qui éclate, les enfants concernés pensent d'une façon particulière. C'est encore pas pareil d'être adopté en bonne et due forme et de se rendre compte qu'on est au cœur d'un scandale, par exemple. Mais c'est jamais ce point de vue qui va être recherché ni partagé. Il n'est pas spectaculaire pour la presse, apparemment. Il est sans intérêt, en tout cas. J'ai vu beaucoup de documentaires sur l'adoption en général, qui traitent soit des problèmes, soit juste des histoires classiques. La partie où on se préoccupe de ce que ressent l'enfant, elle dure 3-4 minutes en introduction, en général. Après, c'est toujours la quête de l'identité, le rapport aux parents, comment mes parents m'ont reçu, ou même un reportage sur les arrivées, quoi. C'est toujours la même chose, mais très peu de témoignages d'enfants qui expriment juste le fait que un jour on leur a dit tu vas te retrouver à l'autre bout du monde. C'est quand même il y a des choses évidentes même dans les scandales. Donc c'est-à-dire que vous prenez un enfant, vous l'envoyez bébé, il se fait abandonner par ses parents, vous l'envoyez à 10 000 km dans un autre pays, avec une autre langue, des gens qui ne lui ressemblent pas. Comment vous voulez que son enfance se passe bien à 100%, quoi. Si le genre d'enfant, s'il est un peu traumatisé ou qu'il a des problèmes plus tard, vous allez vous dire quand même, oui, il y a quand même une bonne raison, quoi. Donc en faisant ça, ce qui est sûr, c'est qu'on promet à un enfant qui va avoir des difficultés, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc quand il y a des scandales qui sont encore une fois pour répondre aussi à des demandes, c'est ça qui est dingue. C'est d'autant plus affligeant, quoi. Et c'est toujours pareil, c'est la condition des enfants qui est mise en jeu, quoi. Donc voilà. Rien n'est fait autour de l'enfant. Tout est fait contre l'enfant quelque part. Indirectement, oui. Je sais que ce sont des gens bien qui veulent adopter. Attention, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais ils se rendent pas compte derrière de. Voilà, oui, il faut pas non plus essayer de me faire croire personnellement, sans que je sois complotiste, qu'il y a eu des scandales dus à des associations et que les parents concernés étaient pas du tout au courant ou dupes ou quoi que ce soit. Je veux dire, les Français notamment, je me permets de parler des Français, aiment adopter des enfants qui viennent du bout du monde. Et il faut juste l'assumer, et ce serait déjà beaucoup plus simple d'en discuter, de légiférer dessus. Alors, il faut savoir que, je me suis renseignée un tout petit peu avant de te recevoir dans l'émission, il faut savoir qu'il y a un juge
qui est compétent pour les adoptions, il est à Nantes. Pourquoi ? Parce que l'état civil des enfants nés à l'étranger est à Nantes. Oui. Donc c'est lui qui valide les adoptions. Et je me rappelle que pour un scandale, il avait fait auditionner les comptes bancaires de l'entourage de certaines familles et il s'était rendu compte qu'il y avait eu des retraits suspects. Et c'est comme ça qu'il avait compris que les enfants étaient achetés dans le pays de... Donc à l'époque, c'était le Vietnam. Et donc du coup, l'adoption sur le Vietnam avait été regardée autrement. C'était les adoptions au Vietnam. Parce qu'il y avait une mode, parce que le couple Hallyday avait adopté des enfants venant du Vietnam. Donc c'était à la mode d'aller au Vietnam et de ramener des enfants. Donc c'est compliqué d'expliquer tout ça déjà à son entourage. Bien sûr. L'entourage peut se dire, mais il y a des enfants en France, pourquoi aller au bout du monde ? Des enfants adoptables en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc, obligatoirement, qu'on le veuille ou non, on va vous amener à en adopter un de l'étranger. Mais est-ce que l'intérêt de l'enfant est pris en compte ? Effectivement, faire venir un enfant de l'étranger, 10 000 km plus loin de l'endroit où il a vécu, il ne sera pas physiquement ressemblant à vous-même, à votre entourage. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'acculturation. Et oui, et puis il y a d'autres solutions sans être extrêmes. On peut, par exemple, je pense que si la majorité des Coréens adoptés avaient été adoptés en Australie, en Chine et en Russie, vous réduisez le problème déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Si demain j'apprends que je viens de Bulgarie, je peux dans 15 jours m'imaginer à Sofia. C'est plus compliqué de m'imaginer à Séoul ou à Haïti, évidemment. Ouais. C'est trop loin. Ouais. Et pour la France, oui, il y avait les pays du Maghreb francophones, beaucoup d'enfants qui auraient aimé être aidés dans cette partie du monde dans les années 80. Oui. Énormément. Tout à fait. Et il y en a eu d'ailleurs. Je dis pas que ça va être simple pour eux, déjà ça va être compliqué pour eux. Alors la loi ne permet pas l'adoption. Il y a ce qu'on appelle la kafala et tout le reste, et on peut vous placer un enfant, mais l'enfant appartient toujours au père. Bien sûr, oui. Et on le retire quand il vient à l'âge de majorité. Donc c'est pas des adoptions plénières. Plénières, oui, tout à fait. Et les parents ne veulent pas prendre le risque avec des adoptions simples. Ils veulent des adoptions plénières, qui sont validées par le juge aux affaires familiales de Nantes. Donc, ils prennent les pays qui sont les plus accommodants. Bien sûr. Oui. Et encore une fois, il y a une demande. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que on se retrouve avec le choix du pays. Est-ce que moi, j'adopterais pas un Colombien ou un Vietnamien, tiens ? On se retrouve avec des exigences. Moi, j'aimerais bien qu'il soit pas trop vieux, qu'il ait pas un passé trop. On peut avoir. Et si vous regardez bien le parallèle que je fais, c'est quand est-ce qu'on fait ça dans la vie ? Moi, personnellement, j'adore les animaux. Je fais ça quand je vais adopter un chiot à la SPA. Je me dis, telle espèce de chien, telle taille, tel âge, c'est exactement la même chose. Sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on veuille le dire. Parce que c'est vrai, je suis bien conscient que ça n'a rien à voir dans les faits, mais le vocabulaire utilisé, c'est le même. Et la façon de faire est la même. Bien sûr que moi, je préfère adopter un chien pas trop vieux. Donc, si je peux avoir son passé en plus, tant mieux. Si je sais que c'est pas une race dangereuse, tant mieux. S'il est pas trop grand, parce que chez moi c'est petit, tant mieux. Puis budget croquette sera... Enfin, plein de critères comme ça qui sont... qui sont les mêmes pour un enfant quand vous regardez bien. Voilà, tout simplement. Pour certaines familles, mais d'autres familles sont... Certaines familles ont conscience de bien sûr. C'est plutôt qu'on met à disposition des gens cette façon de penser alors qu'on parle d'enfants. C'est très... On consomme de l'enfant comme on consommerait un animal. Exactement. On peut en tout cas. En tout cas, on peut. Ouais. Et ça, c'est pas très bon pour notre société. Moi, bien sûr, en tant qu'enfant adopté, je trouve ça absurde même. Mais alors, tu l'exprimes dans ton spectacle ? J'exprime surtout que, comme tous les enfants adoptés finalement, qui ont eu cette histoire-là, bien sûr que j'en ai souffert. Évidemment. Je me suis retrouvé loin de chez moi, sans aucune information, sans nom, sur mon âge, sans aucun renseignement. Sans âge, sans nom. Donc, avec des gens qui me ressemblent pas, orphelins. Est-ce que j'en ai souffert ou pas à un moment de ma vie ? Oui, évidemment. C'est ce qui m'a marqué dans cette histoire.
C'est vrai qu'effectivement, je suis pas adopté, donc je ne m'en rends pas compte. Mais et je dis souvent qu'on n'est pas des arbres. Quand on parle du déracinement, on est des êtres humains, donc on est. Je ne suis. Moi, j'ai des doubles racines, même des triples racines. Donc, je suis toujours admiratif de ces gens qui quittent un endroit d'eux-mêmes pour aller dans un autre endroit et qui se réinventent totalement. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Même si ils le font des fois par souffrance, je pense à ces émigrés juifs qui changent carrément de nom, qui changent tout. Je pense à ces personnes qui avaient du sang noir mais qui avaient l'aspect suffisamment blanc pour passer la ligne, comme on disait aux États-Unis ou en Afrique du Sud, et qui voilà, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance, d'avoir mes deux parents, et deux, d'avoir donc des référents à droite à gauche, c'est-à-dire référent côté blanc, j'avais ma famille blanche, et puis référent côté noir, j'avais ma famille noire. Donc j'ai pas été complètement isolé dans un endroit qui serait 100% extérieur à moi, ou à 90%. Mais c'est vrai que ce qui m'avait impressionné, peut-être que c'est moins le cas maintenant, on parle de ces familles qui font l'effort justement de maintenir le lien entre l'enfant adopté et la région d'origine et le pays, et voilà, en allant sur place, en faisant des recherches. Tout à fait. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, qui sont très investis. Elles sont rares. Mais c'est une tendance récente. Voilà. Et moi, je me souviens combien de fois de polémiques dont j'entendais parler autour de moi quand j'étais plus jeune, de familles. Alors en général, en général, c'est des familles blanches, occidentales, et qui vont adopter quelqu'un, mais en faisant complètement abstraction de tout ce qu'il a, de tout son background d'origine, et qui donc du coup sont un peu aveugles aux discriminations qu'ils pourraient subir à l'école, au collège, au boulot, qui comprennent pas en fait, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont adopté, ils lui ont donné un nom, ils l'ont mis dans leur giron à eux, et des fois, il y a des difficultés de communication. Ils comprennent pas. Et ça c'est problématique. C'est problématique. Ils comprennent pas. Ce qui n'empêche pas l'amour, hein. Non, bien sûr. Ça n'empêche pas l'amour, hein, mais c'est compliqué, oui. Voilà. Alors Vincent, Yann, on va faire une pause et on va revenir sur le spectacle. Nous voilà devenus des patriciens, au fond de la vallée endormis. Papa a repris en main notre destin. Nous voilà devenus riches, mais on n'oublie pas les années maigres. On n'oublie pas les soirées aigres. Et j'ai la peur du lendemain, même si je suis un patricien. Maman avant femme de ménage a maintenant une bonne à tout faire. On voit maintenant sur son visage que la bonne n'aura rien à faire. On n'oublie pas les années maigres, on n'oublie pas les soirées aigres. Maman a peur du lendemain, même si nous sommes des patriciens. La demeure est belle et petite, avec ses murs à colombage, au fond d'une vallée endormie. C'est vrai, les forêts n'ont pas d'âge. On n'oublie pas l'appartement, coincé dans un immeuble ferraille. On n'oublie pas les cris d'enfants, noyés dans une ère de jeux grisaille.
Ici tout va bien, cher amant. Au fond d'une vallée endormie. Mais je m'ennuie sans toi, Armand. Si tu savais comme je m'ennuie. Riche ou pauvre, quelle importance. Car au fond, rien n'est acquis dans la danse. Par les fous de classe sociale, Dieu a choisi d'être impartial. On n'oublie pas les années maigres, on n'oublie pas les soirées aigres. Et je n'oublie pas ton regard. Amour, tu aimes un patricien. Chers auditeurs de La Rage dedans, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Alors pour le reste du monde, je suis dans l'émission avec Yann Alexander. J'ai oublié en première partie de le présenter, son nom complet, et Vincent Anne. Alors Yann, tu expliquais que les parents... Oui, certaines familles justement faisaient abstraction ne faisaient pas la transmission à l'enfant qu'ils adoptaient de là d'où il vient, oui. Et qu'il n'y a pas toujours des référents auxquels l'enfant peut s'identifier. Et mais après, je crois que, comme je disais, il y a aussi des rapports. La Corée du Sud, pour parler du pays natal de Vincent, est devenu entre-temps un pays riche et oui. développé. Si la Corée du Sud était encore restée, par exemple, un pays plutôt pauvre, comme c'était le cas dans les années 50, si ça se trouve, ça continue, il y aurait encore ce phénomène de société en tout cas. Mmh. Et par exemple, j'ai une grande passion pour l'histoire du Japon contemporaine et notamment la révolution industrielle. Et ce que je ne savais pas, voilà, les Meiji. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'empereur japonais, il y avait 2 interdictions. La première, c'était que des Japonais aillent dans tout ce qu'on appelait les zoos humains, où il y avait des peuples d'autres pays, on va dire non blancs, entre guillemets, et c'était interdit par l'empereur du Japon d'avoir des Japonais, même des Aïnous, l'ethnie autochtone du Japon, dans ce genre de zoo, en France, aux États-Unis, voilà. Et il veillait scrupuleusement à ce qu'il n'y ait pas d'adoption de Japonais par d'autres nations, y compris par les Européens ou les Nord-Américains. Et on n'a pas, ou très peu d'histoires de Japonais adoptés mais parce que dès le départ, enfin, en tout cas à la fin du 19e siècle, le Japon était déjà devenu une très grosse puissance. Tout à fait. Très très grosse puissance. Et ça, je crois que ça joue, c'est-à-dire le rapport colon-colonisé, ou ascendant en tout cas, un rapport de force qui joue. Mais il y a des choses qui changent maintenant. On a des couples de même sexe qui adoptent, on a des noirs qui adoptent des blancs maintenant. Ça, c'est quelque chose qui arrive. On a des couples mixtes, c'est-à-dire avec des différentes origines, qui adoptent des enfants, qui sont même prioritaires parce qu'on considère que, comme ils savent déjà ce que c'est que la différence, ils peuvent la transmettre, et la diversité, ils peuvent la transmettre. Donc, il y a quand même des choses qui changent actuellement, et moi, je connais des cas personnels autour de moi, et c'est intéressant. Après, le problème, c'est sur qui on tombe. Déjà, un enfant qui a 2 parents de la même origine, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Alors, il faut 13 ans quand il est adopté. N'est-ce pas, Vincent? Oui, tout à fait. Après, il faut quand même... c'est une photographie de certains cas, mais c'est vrai que il y a aussi beaucoup de manque de manque de culture de la part des parents. Il y a souvent une volonté il y a beaucoup de choses positives dans ce qu'eux veulent donner, hein, bien sûr, quand ils envisagent une adoption, ils veulent bien faire, évidemment. Et c'est plutôt la manière d'adopter, après, qui peut aussi changer et produire, malheureusement, ce dont tu parlais, Yann. Vous voyez, moi, je fais partie de ces enfants dont les parents ne sont jamais venus dans le pays.
Moi, je suis arrivé un jour à Paris, à Roissy, pour rencontrer mes parents. Ils sont pas venus en Corée, passer plusieurs jours avec moi, voir quelle est ma culture, dans quel pays j'ai grandi. Pas du tout. L'association qui m'a fait venir, ils m'ont fait venir jusqu'à l'aéroport où je rencontrais mes parents qui... Voilà, et je suis retourné en Corée 18 ans plus tard, pour la première fois. Ça a dû être un choc. Oui, après j'y suis allé avec beaucoup de, de détachement, de curiosité pour faire du tourisme en tout cas, à cette époque. Mais est-ce que ça aurait pas été différent et est-ce que j'aurais peut-être moins vécu ce dont parlait Yann, c'est-à-dire ce côté où je débarque... c'est l'asiatique du village, c'est l'asiatique du collège, c'est l'asiatique du judo, c'est l'asiatique du foot. Vous voyez, est-ce que mes parents n'auraient pas pu mieux anticiper ça s'ils étaient venus sur place pendant un mois, puis peut-être attendre après, puis revenir me voir quelques mois plus tard. Enfin, pour préparer le terrain. Par contre, ça aurait voulu dire que le gouvernement coréen me prend en charge plus longtemps. Oui. Avec toujours le risque que je reste là-bas un bout de temps. Oui, voilà, évidemment. Ouais. Il faut faire la moitié du chemin. Il faut que ça aille vite. Voilà. Ouais. Et on s'adresse à des gens, souvent des parents qui attendent depuis longtemps aussi. Oui. Donc, tout le monde y trouve son compte. Oui. Sauf l'enfant, peut-être. Évidemment. Alors, ce spectacle dure 1h10, 1h15. Tout à fait. Donc, il est à l'Auguste Théâtre. Est-ce que tu vas faire une tournée ou bien c'est juste ce spectacle le 9 mars? Ah non, derrière, le but du spectacle, c'est vraiment de partir. Enfin, je voulais faire un lancement officiel. En fait, il a été créé l'année dernière au Cénobar, où il y a eu 3 représentations officielles, on va dire. Mais le spectacle était vraiment évolutif. C'était plus une résidence. Je l'ai joué aussi à Vierzon, en province, et en Ardèche, à Mars. Mais c'était toujours dans le cadre de... J'étais vraiment dans la création encore. Il y a des choses qui changeaient. Là, c'est vraiment une version définitive le 9 mars. Et c'est à partir de cette version que j'espère après le partager au plus grand nombre. Voilà. Donc, c'est un appel à tous ceux qui ont des salles de Tout à fait. Tout à fait, oui. Pourquoi pas. Ceux qui nous écoutent, qui ont des salles, ils peuvent te contacter. Tout à fait. À partir de... ou contacter l'artistique théâtre et voir avec toi directement. Tout à fait. Ou tu as un agent, peut-être? Non, je n'ai pas d'agent. Non. Il est formidable, il fait tout. Bien. Donc, Pusanne, Paris, histoire d'adoption. Yann, puisque tu vas nous quitter dans quelques instants, parce que tu as d'autres obligations, je voudrais que tu nous précises bien tes dates pour le reste de ta tournée. Pour le reste de ma vie? Oui, le reste de ta vie, par exemple. Parce que tu es un homme très pris. Oui. Et tu nous fais l'honneur d'être le 18 mars, mais bien sûr, tu vas être... oui, enfin, il y en a qui font plus de dates. Après, je suis pris parce qu'il faut y aller. Il faut aller au turbo, comme on dit. Un chanteur, ça chante. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a le 8 mars prochain à la Galerie First Floor avec Charlotte Grenat pour la première du spectacle Les gens qu'on aime. Après... je serai évidemment le 9 mars pour soutenir notre ami Vincent Hahn à l'Auguste Théâtre. Je chanterai pas, mais je serai là pour le soutenir. Et puis après, moi, je vais chanter donc le 18 mars à Publico. Le 15 mars, je suis invité par Bertrand Ferrier à des causeries sur la mort dans une galerie à Paris. C'est pas peut-être un peu tôt, là, la mort, là? Vous êtes en pleine forme et en vie? Je suis d'humeur morbide et joyeuse à la fois, donc ça me va. Il n'y a pas de problème. La mort, c'est joyeux. Et, tout dépend comment on l'aborde. Bon. J'ai essayé de le dire tant bien que mal. Je suis pas sûr que ça passe auprès de nos auditeurs, mais bon. Et le 18 mars, il y a ce concert à Publico. Et 2 jours après, je vais chanter à Bordeaux avec Véronica Bolicheva pour le spectacle musical du Gabon la Russie, au Théâtre de l'Impromptu. Et puis je reviens pour participer au Printemps des Poètes au Centre LGBT le 24 mars avec Charlotte Grenat. Et le 28 mars au Théâtre Darius Milhaud, Les gens qu'on aime. Et à nouveau un spectacle autour de Catherine Ribeiro. Cette fois-ci, donc il n'y a pas de coplateau, là c'est vraiment...
moi, c'est vraiment le show Ribeiro à l'Auguste Théâtre, le 5 avril. Et puis... là, il faut réserver d'avance, oui, parce qu'il va y avoir... Et puis d'autres dates après, à la Charité-sur-Loire, à Triel-sur-Seine, à Massy, pour les 5 ans du spectacle du Gabon à la Russie. Tu redonnes l'adresse de ta page pour que les gens se... Alors, l'adresse de ma page, c'est Jérôme qui la gère. Oui. Les gens peuvent avoir les informations sur facebook.com/Yann Alexander, je crois que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Sinon, c'est le chanteur Yann Alexander ou Yann Alexander, je ne sais plus. D'accord. Mais les gens peuvent trouver facilement les infos de toute façon. Sans problème dans n'importe quel moteur de recherche. Oui. Sauf Google. Sauf Google, oui. Voilà. Allez sur Quant. Je suis toujours surpris comment les gens... Il y a un cynisme à la française qui reproche l'existence des GAFAM et qui les nourrit en même temps. Et quand on a des alternatives comme Quant, les gens rigolent bêtement en disant que ça va pas marcher. Et résultat, ça marche pas beaucoup. Mais est-ce que les gens savent ce qu'ils veulent vraiment? Je me pose la question des fois. Alors, merci Yann. Merci. Vincent, nous avons écouté une chanson de toi. Je voudrais que tu nous expliques comment tu as fait cette chanson, Paris-Busan. Alors, c'est la chanson titre du spectacle. Oui. Donc, ça aurait pu être la dernière chanson aussi. Ah bon? Dans la chanson, elle explique en fait que j'ai beau me sentir coréen, d'un côté, la ville d'où je viens, je m'en souviens pas, quoi. Et j'aurais eu beau vouloir me sentir chez moi dans cette ville. Chez moi, c'est ici à Paris, que je le veuille ou non. Oui. Et elle aurait pu être à la fin parce qu'elle traduit bien aussi le côté positif sur lequel le spectacle s'ouvre, qui est que aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que je me sens heureux en tout cas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Ça ne veut pas dire que j'aurais été plus heureux ou moins heureux ailleurs. J'aurais pu être heureux dans différents contextes. Aujourd'hui, en tout cas, je suis quelqu'un d'épanoui et d'heureux, pour de vrai. Bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas, notamment liés à l'adoption, mais si je suis de bonne foi, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout va bien. En tout cas. Est-ce que tes parents ont vu le spectacle? Pas du tout. Ah, j'ai heurté quelque chose, peut-être. C'est plus... j'ai une carrière à côté donc plus classique, donc dans le réseau chanson, notamment à Paris. Ils prennent plus ça comme quelque chose en plus dans la musique plutôt que quelque chose à part. Ah d'accord. Voilà. C'est juste un spectacle, c'est le nouveau tour de chant de Vincent, quoi. Ah d'accord. Oui. Bien. Alors, comment tu as réussi à avoir ce théâtre? Alors, j'y avais déjà chanté, donc j'y pensais. Donc, quand j'ai demandé à Yann Alexander donc de m'aider, c'est vraiment de la collaboration avec Yann. Oui. Quand je lui ai dit que j'avais ce projet que je voulais faire avec lui, il t'a ouvert son carnet d'adresses. Oui, mais alors, je connaissais aussi l'Auguste Théâtre de mon côté. J'avais eu la chance d'y chanter il y a quelques années déjà. Je savais que c'était dans les endroits aussi que Yann connaissait, donc... D'ailleurs, j'y avais chanté avec lui. D'ailleurs, c'est vrai que il y avait ce côté aussi. On avait une histoire commune avec Yann aussi. Avec Yann, ça c'est très humain, c'est-à-dire que tu as fait sa première partie à une époque. Oui, et puis j'ai demandé à Yann qu'on fasse ce projet ensemble, par exemple pour le 9 mars. Mais s'il m'avait dit non, je n'aurais pas demandé à quelqu'un d'autre. Oh. C'est quelque chose de... C'est au-delà de la musique, bien sûr. C'est l'amitié. Oui, il y a aussi de l'amitié dedans. Le respect des artistes. Et puis, on est tellement différents avec Yann. Et pourtant, moi, quand je décide de faire un concert comme celui-ci qui me tient vraiment à cœur et qui est spécial pour moi, j'ai envie que ce soit avec lui ou avec personne, en fait, tout simplement. Il aurait pu ne pas vouloir, ne pas pouvoir. Il aurait pu avoir autre chose à faire aussi. Ouais. Et il m'a dit oui, donc et ça s'est fait, banco. Tout simplement, oui. Bon. Vincent, s'il fallait retenir quelque chose de ce spectacle, qu'est-ce que tu souhaiterais que... Bon, mes auditeurs vont se précipiter, ils vont y aller, j'espère, pour eux. Mais pour ceux qui l'ont déjà vu et qui vont peut-être revenir le voir, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'ils retiennent de ce spectacle? Que toutes les familles où il y a eu une histoire d'adoption,
Alors, parce que l'adoption, c'est au sens large, hein, c'est pas que l'histoire de Vincent Anne. Hein. Il y a des enfants nés sous X, il y a plein d'histoires. Il y a autant d'adoptions que d'histoires. Exactement. Et bien, c'est que c'est une aventure sans fin. On vit tous ça. Donc, pour les gens qui ne sont pas concernés, leur apprendre ça, en tout cas. Et dans le mot aventure, c'est un mot qui peut être très positif, le mot aventure. Hein. Mais c'est comme une aventure qui se termine jamais, en fait. Qui a commencé un jour où on a eu un événement incroyable et qui ne se terminera pas. Et puis pour les personnes concernées, moi c'était vraiment mon but à travers mon témoignage de montrer l'état d'esprit de cette histoire vue d'un enfant, en tout cas. Vue d'un enfant. C'est la parole d'un enfant. Exactement. Alors, moi c'est ça qui m'a le plus ému, surtout qu'en ce moment, la parole de l'enfant, elle est au cœur de beaucoup de scandales. Je pense à l'affaire de Betaram, je pense à l'affaire Le Squarneck. On se rend compte qu'on n'a pas pris en compte la parole de l'enfant, qu'on a laissé des abus se commettre sur des enfants. Bien sûr. Et donc, notre société doit entendre la parole des enfants. L'enfant, c'est pas un sous-humain, c'est un être à part entière. Et entendre les professionnels qui travaillent auprès des enfants, du coup, notamment. Ceux qui sont avec les enfants. Oui. Évidemment. Donc la parole de l'enfant, elle est primordiale. Bien sûr. Après, il faut que les gens aient aussi envie de l'entendre. C'est ça. Il faut que les gens se demandent aussi eux-mêmes qu'est-ce qu'en pensent les enfants, en fait. C'est important de sensibiliser les publics à ça. On se nourrit de ce qu'on nous donne, hein, mais oui, de toujours se demander, mais au fait, les enfants, ils en pensent quoi? Parce que nous, on prend les décisions pour eux, mais voilà. D'avoir ce réflexe-là, ça ouvre l'esprit, en tout cas, vraiment. Ouais. Eh bien, écoute, si l'omerta qu'il y a autour de la parole de l'enfant se libère pour des affaires de pédophilie, si pour l'adoption, tu portes la voix des enfants, notre société va changer, il n'y a pas de raison. Bien sûr. Merci à toi, Vincent. Merci Mariama. Alors, tu rappelles la date? Donc, le 9 mars, Pussane Paris, à l'Auguste Théâtre, Paris 11. À 17h. À 17h, tout à fait. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour la technique. Jean-Michel, sans qui rien ne se ferait, c'est le plus important dans une émission. Mais on ne l'entend pas. Donc si... Merci Jean-Michel. Il est merveilleux. Alors, je vous remercie pour cette émission. Jean-Michel, Vincent, Yann qui vient de partir. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis de faire attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Ces petites choses de la vie que l'on fait mais sans plus y penser. Tous ces petits mots tout petits qu'on se dit au long de la journée, qui nous portent attention sans qu'on fasse attention, mais qui nous manqueraient si jamais. Petit baiser du matin qui réveille en douceur le dormeur. Petit café quotidien qui met simplement de bonne humeur. Confiture pour le cœur qu'on déguste sur l'heure sans vraiment la goûter. Savourer. Vous avouerez que c'est dommage de ne plus remarquer tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Tous ces moments anodins que l'on vit les autres avec les uns, ces événements minuscules qui nous soufflent la vie comme début, ce petit plat qu'on adore, ce bouquin qu'on dévore, c'est encore de l'amour qu'on savent
j'avoue. Vous avouerez que c'est dommage. Je ne peux remarquer tout cet amour que l'on partage. Je le vis au coucher. Vous avouerez les gens qu'on aime et qui nous aiment. Il faut leur dire sans hésiter. Peu de temps, Faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Treat La 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 la, Padum treat la 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 la, Padum treat la 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 la. Padum treat all day. Padum treat all day. Rababoo bibaboo. Toutes ces petites choses de la vie qu'on reçoit, mais sans plus y penser. Fast-food du bonheur, on consomme à toute heure. En oubliant seulement L'important, ces gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime, des gens qu'on aime et qui nous aiment. Suffirait d'un jour pour venir à ton secours et te faire croire que Chine est fou. Un fou ne se fout pas de vous. Il me suffirait d'un signe, d'un bout d'aiguille et du fil, afin de raccommoder tes petites guenilles de papier. Mais si tu me danses, tu me tues. Et dans la danse des grues, mon cœur ne grandit plus. Mais si je tâtonne, je me tue. Et la danse des grues me fait taire un peu plus. Il me suffirait d'y croire, de quitter mon orchestre un soir. Mais je suis bien trop accroché à mon petit pupitre d'échassier. Il me suffirait d'une heure pour effacer mes erreurs, afin de rafistonner des petites ballerines de duvet. Mais si tu me danses, tu me tues. Et dans la danse des grues, mon cœur ne grandit plus. Mais si je tâtonne, je me tue. Et la danse des grues me fait taire un peu plus. Mais si je tâtonne, je me tue. Et la danse des grues me fait taire un peu